bonsoir à tous. Aujourd'hui, Connect en France, c'est plus de 2 ans d'activité grâce à une équipe très active. Aujourd'hui, cet événement fait partie du First Thursday, qui est un événement mensuel organisé par Connect. L'idée, c'est de fédérer notre réseau autour de thématiques diverses et variées, qui peuvent aller du tourisme. Aujourd'hui, nous traiterons notamment l'économie numérique. Et Connect, c'est aussi l'objectif aujourd'hui, c'est de développer, d'aider notre réseau d'hommes d'affaires et de chefs d'entreprise à développer les flux économiques entre la Tunisie et la France. Sans vouloir trop déflorer le sujet, aujourd'hui on évoquera l'économie numérique. L'économie numérique qui est un sujet stratégique pour la Tunisie, on le voit aujourd'hui à travers les plans Tunisie Digital, Smart Tunisie, on a parlé récemment du lancement de la licence 4G. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est d'autant plus stratégique qu'on parle aussi d'un potentiel générateur d'emplois fort pour le pays. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des invités prestigieux autour de nous pour parler de ce sujet. C'est des experts au niveau mondial sur cette thématique. Aujourd'hui, donc, Kerim animera les débats. Kerim est un membre de Connect, qui est un entrepreneur, mais aussi un expert international sur des sujets de transformation, des plans de transformation pour des grands groupes en Europe et de manière plus large aussi. Et voilà, donc aujourd'hui Kerim modérera les débats, donc je lui laisse la parole. Merci beaucoup. À toi Kerim. Merci beaucoup Elid et merci d'avoir fait le déplacement. Effectivement, c'est un sujet très, très important. Personne ne peut désormais ignorer qu'on est dans une ère de révolution numérique où on voit vraiment un bouleversement des modèles économiques, où on voit l'apparition de nouveaux acteurs très pointus technologiquement, très agiles, bousculer des grands groupes, bousculer des marchés qui sont, même si c'est des marchés qui ont vraiment mis des barrières à l'entrée. Merci de l'invitation, bonsoir à tous. Alors, après une telle introduction, c'est difficile d'être à la hauteur des éloges. C'est un peu difficile comme exercice parce que, bon, d'abord, je ne connais pas tous, donc le degré un peu de connaissance du secteur et des mutations en cours, pas forcément homogènes entre nous. Et puis, bon, même si j'ai quelques éléments de connaissance sur la Tunisie, j'ai pas non plus une connaissance parfaite et très, très fine du secteur, du pays. Donc, essayer en tout cas de faire quelques conseils, de défendre 2 grandes idées importantes. La première, je l'ai évoquée, hein, c'est le poids des infrastructures comme condition sine qua non pour le développement d'une économie numérique. Alors c'est presque évident, hein, parlant de technologie, mais c'est important d'y revenir parce que on est souvent dans le secteur, dans le registre du « je sais bien mais quand même ». Je sais bien qu'il y a de la technologie, mais quand même on va surtout parler services, applications, usages, et en oubliant que derrière, y compris les entreprises qui font la une de l'actualité, hein, les Netflix, les Airbnb, les Uber, on pourrait rajouter d'autres lignes, ce n'est pas simplement des entreprises de services ou d'économie collaborative, c'est d'abord, et quand on discute avec leurs responsables, c'est comme ça qu'ils le présentent, des entreprises de technologie qui ont su développer des logiciels, des algorithmes, des services, et qui donnent l'idée de base, hein, de faire rencontrer des chauffeurs et des consommateurs qui ont envie de se déplacer. C'est pas simplement cette idée-là qui permet de créer la valeur d'Uber, c'est la capacité d'avoir conçu une application qui permet de visualiser la disponibilité des chauffeurs, leur localisation. Et ça, c'est un travail technique qui se renouvelle en permanence. Et le succès d'Uber, c'est aussi la capacité d'être connecté en permanence via un smartphone, quel que soit l'endroit où je me trouve, dans Paris ou ailleurs, à l'application pour pouvoir faire appel à ce service. Et pareil pour le chauffeur. Donc c'est bien à la fois la combinaison de ressources technologiques fortes, d'idées de service, on y reviendra, je pense qu'Alain en reparlera, et d'une forte connectivité qui sont à la base de ce domaine. Alors, si on essaye un peu de rentrer davantage dans le détail,
Merci aussi de m'avoir invité pour ce dîner-débat sur le numérique. Vous m'entendez? Oui. Alors je ne vais pas reparler des infrastructures, je souscris entièrement aux propos de mon collègue et effectivement les infrastructures de toutes sortes sont vraiment une précondition absolue, sinon il n'y a rien. Alors je vais plutôt axer mon propos sur autre chose. Et partir d'un constat qui m'a toujours frappé en Tunisie, c'est qu'il y a une très grande clarté des orientations et, je dirais, une faiblesse des réalisations. Là, je reprenais le plan Tunisie numérique. On ne peut que souscrire, franchement, c'est génial, quoi. L'Internet haut débit, transformer l'administration par l'usage, transformer les entreprises par l'usage du numérique, être dans le top 3 de l'offshoring, ça je laisserai Noza commenter ce point. Faire de l'innovation le moteur du numérique, améliorer la qualité de vie du citoyen par le numérique, c'est bon. On est entièrement d'accord. On est dans un monde parfait. On est dans un monde parfait. Alors, mon interrogation porte évidemment sur les raisons de ce décalage. Il y a évidemment de multiples raisons, donc je vais... raison de coût notamment qui vient d'être rappelée, ou de réglementation. Je vais mettre en avant une raison particulière qui me semble importante, c'est sur la représentation du numérique, la conception même du numérique ou de la digitalisation. Je reviens à un propos un peu discordant de celui qu'a tenu Pierre-Jean tout à l'heure. C'est effectivement, les entreprises du numérique sont des entreprises de technologie, c'est absolument indubitable, mais la diffusion du numérique ne pose pas que des problèmes technologiques, et même ne pose pas principalement des problèmes technologiques. C'est un peu ça que je voudrais vous parler de ceci. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, lorsqu'on raisonne le développement des marché du numérique, on a une technologie et on cherche finalement comment la transformer en innovation, en service, comment trouver un marché. Et beaucoup d'expériences finalement s'arrêtent ou sont dans des impasses parce que les conditions de transformation de cette technologie en innovation et création de marché ne sont pas véritablement réfléchies. Pour beaucoup déjà, alors que le numérique finalement c'est une révolution technologique qui n'a pas beaucoup d'années derrière elle, le cimetière des innovations est aussi assez rempli. Donc, il y a beaucoup de développeurs d'applications qui ne débouchent pas. Enfin. Et finalement, on est assez surpris par le faible nombre finalement de succès dans l'économie numérique, alors qu'ils évidemment atteignent une dimension mondiale, etc. Mais finalement, par rapport aux possibilités de la technologie aujourd'hui, je trouve que le nombre de réalisations est quand même relativement limité. Les données, ça devient un point critique au sens potentiellement... c'est vraiment le nerf de la guerre d'une entreprise. Et donc une entreprise pour vendre ses propres données, je pense que ça va se faire sous la torture. Une entreprise ne vendra pas ses données. Comment moi, une personne lambda, je veux par exemple créer quelque chose. Je veux faire une étude de marché. J'ai besoin de ces données. Comment je fais? À qui je peux les acheter? Oui, mais à qui je peux les acheter? Ils ne la vendent pas? Oui, ils ne la vendent pas parce que ça fait en fait un facteur pour eux, en fait c'est une barrière à l'entrée d'un concurrent, donc du coup ils ne vont pas la vendre. C'est la barrière. C'est exactement. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut démarrer par valoriser ses propres données avant de penser à autre chose. Moi mes données je les garde, forcément. Mais par contre, tout ce qui est sur moi, je vais coller. Je mets donc ça, c'est une donnée. Mais il faut être capable de les archiver et de les réutiliser. En fait, une donnée, elle est valorisable quand on est capable de la réutiliser. Je propose qu'on termine la discussion, on va dire,
en one-to-one. C'était vraiment, on arrive vraiment là à la fin de notre dîner très sympathique et très riche. Merci beaucoup Nazan, merci, c'était vraiment très enrichissant. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Moi j'ai personnellement, suite à l'intervention de M. Benghazi au niveau de l'importance du rôle de l'infrastructure de télécommunication dans le développement de l'économie numérique. Alors, on voit que la Tunisie est sur la bonne voie, mais le chemin est très lent, donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. L'intervention de M. Rallet sur les modèles d'affaires et qu'il faudrait avoir le courage de l'adapter par rapport au contexte tunisien, et c'est une clé de réussite, il ne faut pas juste essayer de reproduire des modèles existants. Le point sur le big data et puis les enjeux très importants et les créneaux à prendre. Aujourd'hui, il y a des créneaux très importants pour l'utilisation des données, et donc il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, et puis qu'on constate finalement qu'on est en train de voir basculer finalement le pouvoir vers ceux qui détiennent la donnée. Donc là, finalement, ça bouscule un peu les rapports de force. Google, c'est la première capitalisation boursière, c'était hier ou avant-hier. Voilà. Oui. Donc c'est vraiment très intéressant. Je pense qu'il ne faut pas arrêter la discussion maintenant. Donc il y a M. Benghazi, je sais que vous avez une contrainte, vous devez partir. Donc il y a certains d'entre vous, mais je vous invite à continuer la discussion. De toute façon, le resto reste ouvert jusqu'à 2h du matin si vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est des choses qui m'ont marqué. Quand on a le baron Big, quand on a des personnalités comme ça, qui inspirent, ça te marque pour la vie. C'est un exposé d'un grand industriel. C'est mieux qu'un cours. C'est que là, c'est du concret. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, d'industriels. Donc, ces choses, j'ai une sensibilité pour ça, plus qu'un polycope. Mais les deux m'ont été... Et tu vois des next steps pour aller un peu plus loin sur nos réflexions sur le numérique? Au début, quand on a commencé à préparer ce débat, ce qu'on s'est dit, est-ce qu'à la sortie, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un papier en disant voilà, quelles sont nos recommandations? Je vais vous rappeler le premier call qu'on a eu, c'était là-dessus. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un papier où on met des recommandations qu'on peut... Et finalement, voilà. Alors, il y avait un problème au début, c'était le devoir de réserve. Parce que je sais que Pierre Jean, en fait, il est à réserve, il ne peut pas. Parce que voilà, il est déjà engagé avec le gouvernement français, il ne peut pas faire des recommandations pour le gouvernement tunisien. Donc on s'est dit ok. Sauf si on invite Axel Lemaire. Par exemple, la prochaine. Par exemple. On l'a déjà fait, hein. Connect a déjà organisé une réunion avec Axel Lemaire le 16 juin 2014. Je pense que pour les prochaines étapes, il y a... Bon, on peut faire une espèce de synthèse, parce qu'en fait, il y a pas mal d'idées qui sont... Durant le débat, il y a une émergence d'un certain nombre d'idées très importantes par rapport au contexte tunisien, par rapport au chemin qui reste à faire, parce que j'ai eu le... Enfin, je ne sais pas si la naïveté d'envoyer en fait, la stratégie de la Tunisie numérique 2018. C'est très bien. 2020, je ne sais pas combien. Voilà, 2018. Et en fait, en disant voilà, aujourd'hui, la Tunisie dispose d'une stratégie numérique 2018, voilà, je vous l'envoie, etc. Et puis Alain, il regarde, c'est très bien, on est dans le monde des bisounours, en fait. Tout est beau avec les six axes, voilà, les 6 axes stratégiques qui sont magnifiques. On peut jamais être contre. On peut jamais être contre. Mais... J'avais exactement la même réaction. Oui, qu'est-ce qu'il reste à faire? Tout est écrit là. Voilà. Il n'y a plus rien à faire, c'est bon, on sait exactement ce qu'il faut faire. C'est Inch'Allah.
Inch'Allah, on va faire les six axes stratégiques de... Moi, très clairement, je suis passé à travers justement tous les slides. Et comme je ne savais pas la séance pour... Mais il y a de quoi discuter parce qu'il y a des jalons en fait. Il y a des lignes. Et on peut se poser réellement la question, la différence de certaines actions entre elles. Et l'importance et la pertinence et les retombées. Il y a des overlaps, il y a des... Clairement, très clairement. Et puis il y a un autre élément qui compte énormément, c'est que, bon, vous savez, le numérique, c'est un océan. Il y a un domaine dans lequel les Tunisiens sont champions du monde sans le savoir. Il y a énormément de jeux vidéo et de films 3D qui sont tournés en Tunisie, enfin, ils sont travaillés numériquement en Tunisie. Personne ne le sait. Ouais, ça c'est... Il y a des centaines de personnes, des ingénieurs. Pourquoi on ne le sait pas? Parce qu'il y a des clauses de confidentialité ou c'est un problème de communication? Non, d'abord, c'est des gens qui travaillent dans la discrétion. Ils ont tort. Non, mais ils n'ont pas tort. C'est juste qu'ils font leur business et ça marche comme ça. Donc ils n'ont pas besoin, je dirais, Une sorte de sous-traitance. c'est une sorte de... Bah, on peut pas dire, c'est une co-traitance en fait. Enfin, Co-traitance. Voilà, parce qu'en fait, les affaires sont gagnées aux États-Unis ou en Europe et les équipes sont partagées entre la Tunisie et l'Europe. Et l'un des axes que ces patrons-là ont demandé qu'on fasse évoluer sur le plan juridique par rapport à la France, par exemple, vous avez bien cité le sujet culturel. Aujourd'hui, la co-production, mais à un moment cinématographique, il y a une convention entre la France et la Tunisie. Et donc, un film qui est tourné par un Français en Tunisie est totalement reconnu et les subventions européennes vont jusqu'à couvrir la partie du travail qui est faite en Tunisie. Par contre, vous savez qu'aujourd'hui, avec la révolution numérique, comment dirais-je, la partie 3D et la partie dessin animé, la partie comment dirais-je, jeux vidéo ne fait pas partie, je ne l'ai pas intégré dans cette convention. Et donc aujourd'hui, il y a énormément de projets qui échappent aux subventions de l'Union européenne. Et donc, ils souhaiteraient qu'on intervienne auprès de la ministre de la Culture en France pour que cette convention soit élargie dans sa dimension numérique à ces jeux vidéo et aux films 3D.